Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Kevin O'Keefe et bienvenue Au-delà des chiffres, alors que nous allons approfondir là, les chiffres derrière les principes de soins de santé mentale et toxicomanie. Donc, en parlant de l'information en lien avec le groupe de soins de santé international, le fait que vous êtes inscrit à ce webinaire en lien avec la toxicomanie et la santé mentale, j'imagine que vous connaissez déjà les chiffres. Alors, les chiffres sont en pleine croissance. Là, le principe de santé mentale et de la toxicomanie vient impacter là, un Canadien sur trois durant au cours de leur vie. Donc, durant ce webinaire, qu'est-ce qui est important? Ce sera de mentionner qu'en fait, il y a même quelques heures de cela, nous avons essayé de trouver le pouls de la chose, de la question, avec la situation qui se trouve au Canada. On essaie de regarder les chiffres et qu'est-ce qu'ils veulent dire, essayer de trouver peut-être des solutions en lien avec cette crise globale. Mais premièrement, juste un grand remerciement à toutes les personnes qui se sont rejoints à nous sur la plateforme Zoom, les membres du groupe de Saskatchewan, de l'université et des centres de l'addiction et de la dépendance là, en lien avec la toxicomanie. Donc, tous les invités aujourd'hui auront accès à cette séance en français ou en anglais. Cliquez sur l'icône en forme de globe. Si vous ne le voyez pas, cliquez sur plus. Il y aura aussi les sous-titres qui sont disponibles. Vous pouvez cliquer encore une fois au bas de l'écran pour les sous-titres. Lorsque vous vous joignez à nous aujourd'hui, de manière, par défaut, là, vous allez être sur sourdine, mais vous pouvez parfois prendre la parole. Il y a plusieurs moments où vous allez pouvoir peut-être m'informer que vous voulez prendre la parole. Il y a une liste de questions ici que vous m'avez fait parvenir. Alors, nous avons une très belle équipe, un très bon groupe, et je vais prendre le temps de lire ces questions, et peut-être vous allez avoir la chance aussi d'écrire dans la section clavardage au bas de l'écran. Et ma collègue Angela là, de Kai High, elle va prendre le temps de répondre aux questions dans la section clavardage. Et nous voulons aussi vous entendre. Notamment, vous pouvez cliquer le bouton là, pour lever votre main. Je pourrai par la suite enlever votre sourdine et vous pourrez poser votre question aux panélistes. Et vous pouvez le faire cela à n'importe quel moment de la journée. Alors, cette rencontre va être enregistrée et cette séance va être disponible sur le site web de kaihigh.ca, je crois qu'il a mentionné, et tout ça là, dans une semaine environ. Donc, avant de commencer, nous allons prendre le temps de reconnaître les territoires sur lesquels nous nous trouvons. À Ottawa, nous sommes sur les territoires traditionnels non cédés des communautés algonquines. Les bureaux de Toronto sont sur les territoires Wendat et les communautés Anishinaabeg et la Confédération Anishinaabe. Et donc, il y avait des communautés sur les territoires du Mississauga. Donc, nous voulons reconnaître les communautés Hagenaga, là où le bureau à Montréal se retrouve. À Victoria, nous voulons aussi reconnaître les communautés Songhe, les Squay, Malt et d'autres communautés autochtones. Alors que notre relation avec la Terre continue à évoluer juste à ce jour, nous voulons prendre le temps de reconnaître là, les partenariats avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis afin de soutenir peut-être les priorités en matière de santé mentale et autochtone. Donc, peut-être prendre le temps de votre côté là, pour faire tout cela aussi de votre côté. Juste avant que nos panélistes se joignent à nous, ce serait peut-être utile d'essayer de comprendre qui est-ce qui sera présent là, pour cette séance ici aujourd'hui de ce webinaire. Prenez un moment pour répondre au petit sondage ici. Quelle est votre expérience en lien avec les principes de santé mentale et tout ça? Est-ce que vous êtes un patient, un donneur de soins, un analyste, un patient ou tout autre? Alors, je voudrais que tout panéliste prenne le temps pour se présenter et mentionner là qu'est-ce qu'ils vont partager aujourd'hui. Donc, nous allons commencer avec vous, Cheryl. Merci, Kevin. Alors, bonjour, je m'appelle Cheryl Chewy. Je suis la directrice du système et d'analytique avec Kai High et mon équipe a développé de nombreux indicateurs qui seront présentés aujourd'hui. Je suis ici pour partager là, et mettre en évidence quelques points en lien avec tout cela. Donc, voilà. Alors, je proviens des soins et je suis aussi une candidate au doctorat de l'Université de Toronto. J'ai le privilège aujourd'hui de vous partager certaines de mes expériences en lien avec l'analyse de données et les expériences que j'ai eues.
Merveilleux. Et par la suite, à vous, de votre côté. Oui, Marie. Oui, je m'appelle Mary Bartram et je porterai deux chapeaux aujourd'hui. Une à titre de présidente au niveau des principes d'addiction, des services et de comité conseil là, dans le soin de santé mentale à Ottawa. Je suis aussi ici à titre d'experte dans la réglementation administrative là, et une co-professeur dans le domaine éducationnel à l'Université de Carleton. Oui, bonjour, je m'appelle Mario Capelli, je suis un psychologue à l'enfance et je suis un membre senior rechercheur là, dans le domaine de la santé mentale et de la toxicomanie. Je travaille conjointement avec les hôpitaux à Ottawa, en lien avec aussi le soutien pour les communautés, en lien avec la santé mentale et pour le travail que nous et ils faisons. Encore une fois, vous pouvez voir le calibre de nos panélistes ici. C'est vraiment excitant de les avoir avec nous. Alors, avant de commencer, je voudrais juste prendre le moment de regarder un peu les résultats de notre sondage. Il y a 5 des personnes qui sont présentes sont des patients, 5 qui sont des donneurs de soins, 10 des administrateurs et 46 sont des analystes. Il n'y a pas de billets ici, mais nous sommes très heureux toujours d'avoir des personnes qui sont des analystes, alors nous sommes très heureux. Il y a aussi 25 là, qui sont dans la catégorie autres. Alors, merci pour le sondage. Et Cheryl, un des points qui est très intéressant en lien avec l'information que vous allez partager présentement, il semble que ces informations sont relativement nouvelles en lien avec la toxicomanie et l'abus de substances un peu plus large pour changer nos données et nos priorités. Je pourrais te redonner la parole ici pour que tu puisses mentionner un peu qu'est-ce qui se passe avec tout cela. Alors, voilà, de mon côté, je vais vous partager mon écran. J'ai quelques petites diapos que j'aimerais partager avec vous. Alors, merveilleux. Je vais commencer un peu avec les priorités partagées là, dans le domaine de la santé. Et ça fait partie d'une entente en 2023 par le gouvernement fédéral et provincial pour faire en sorte de travailler ensemble et d'améliorer le système de la santé pour les Canadiens dans cet aspect prioritaire là ici. Donc, avec Kai-Hai, nous voulons vraiment mesurer le progrès et présenter ces résultats là, pour les Canadiens. Ça fait partie de notre entente ici. Donc, nous allons nous rencontrer aujourd'hui dans le domaine, parler du domaine de la santé mentale et de l'abus de substances. Et nous allons présenter des rapports de manière un peu plus régulière au courant de l'année. Donc, aujourd'hui, le rapport parle de prendre le pouls, de mesurer les priorités dans le domaine de la santé canadienne en 2025. Nous voulons parler là, les priorités au niveau de la santé mentale en lien aussi avec la toxicomanie. Alors, c'est vraiment les points qui auront été mis en évidence. Alors, les points qui ont été mentionnés, l'une des raisons, nous voulons améliorer l'accès là, aux soins ou de prestations en lien avec les besoins de la santé mentale, alors que ça affecte beaucoup de Canadiens. On parle de 1 en 5 qui vont expérimenter là, des besoins ou dans le domaine de la santé mentale ou de l'abus de substances. Au courant de leur vie, là, on parle de 1 Canadien sur 5 qui vont y faire face. Alors, ce que nous voyons dans nos données, c'est que beaucoup de Canadiens ont peur de ne pas avoir accès à ce type de soins. Ça peut avoir un impact sur leur santé mentale. Il y a aussi des impacts au niveau de la stabilité économique, financière et même d'emploi. Donc, il y a des indicateurs que nous allons regarder. Il y en a deux points, deux critères qui sont nouveaux. Nous allons regarder premièrement les besoins non analysés ou pris en considération, le besoin aussi d'avoir accès à des conseils, le besoin aussi au niveau de la jeunesse, d'avoir des principes pris en charge au niveau de la santé mentale. Ça fait quelques temps que nous avons mis en évidence ces indicateurs clés. Alors, il y en a deux nouveaux encore une fois. Donc, nous allons premièrement nous attaquer au fait qu'il y a des besoins dans la santé mentale qui ne sont pas pris en considération. Et il y a 2 Canadiens sur 5 avec des problèmes de santé mentale qui rapportent ne pas avoir leurs besoins comblés ici. Donc, c'est basé sur des sondages qui ont été conduits par Statistique Canada. Alors que nous regardons les barèmes d'âge, il y a peut-être un biais un peu
ici, alors qu'il y a 52 des personnes qui sont dans la tranche d'âge de 16 à 34 et le reste environ des personnes âgées de 65 et plus, on parle de 21 Donc, nous essayons de soutenir tout ça et il y a peut-être un besoin là au niveau de l'accompagnement et de réduire la stigmatisation, de demander ce type de soutien. Et voilà, à la droite, nous avons une carte ici qui démontre un peu les besoins par groupe d'âge répertoriés au travers les différentes régions géographiques. Ça nous donne un petit aperçu là où il y aurait peut-être des gouffres ou des besoins au niveau de l'accessibilité. Alors, voici des indicateurs. Lorsque nous regardons les temps d'attente pour avoir accès à des soins de service dans ce domaine, il y a des temps d'attente. Ici, on parlait, les Canadiens, la majorité d'entre eux étaient capables d'avoir des rencontres en moins de 1 mois. Ils doivent aussi prendre en considération le lieu où les personnes vivaient, le groupe d'âge, donc les adultes devaient attendre un peu plus longtemps en moyenne. Il y a aussi les personnes qui vivent dans les secteurs urbains qui devaient attendre un peu plus longtemps. On parlait de 41 jours, contrairement dans les milieux ruraux, qui étaient de 25 jours. Lorsque nous regardons les différents quartiles, percentiles, il y avait de plus longues tranches d'âge, plus longue liste d'attente pour les demandes ici, pour la capacité au niveau des programmes qui étaient disponibles en lien avec les travailleurs qui, justement, comblaient, servaient de conseillers là, ou prestataires de services. En analyse de données, ici, nous regardons aux besoins, au niveau des besoins, au niveau de la jeunesse qui voulait faire, ou avait besoin de ces services en lien avec la santé mentale. Il y avait des groupes de personnes âgées de 12 à 25 ans, donc les adolescents qui avaient peut-être des besoins. Et il y avait un modèle AYS, IYS, pour amener ce type de service. Et ils voulaient répertorier tous ces services-là sous le même toit. Et depuis la dernière année, il semble qu'il y avait une augmentation au niveau de ces services avec l'IYS. On parlait de plus de 1000 personnes qui avaient demandé ces services. On parle de 46 000 jeunes qui avaient utilisé ces services de manière unique partout entre l'Ontario, le Manitoba et la Colombie-Britannique. Et lorsque nous regardons partout au pays, les sites répertoriés là, avec l'YS commençaient à augmenter dans les 3 dernières années. Ce sont des nouveaux indicateurs que nous commençons à répertorier avec les données qui sont disponibles et nous allons continuer à travailler avec les provinces et les territoires pour intégrer ce type de service partout au pays. Alors, nous allons continuer à collecter des données pour être capable de répertorier plus de résultats dans les années futures en lien avec les différentes jurisprudences. Alors, les derniers indicateurs, on parlait des suivis des physiciens après les séjours dans les hôpitaux, dans le domaine de la santé mentale et de l'abus de substances. Ça démontrait qu'il y avait des individus basés sur la sévérité de leurs besoins. Ils avaient peut-être un besoin d'être hospitalisés pour leurs troubles de santé mentale ou de l'abus de substances. Donc, en moyenne, nous avons remarqué que 70% des patients qui avaient été hospitalisés pour ces raisons avaient vu un physicien en moins de 30 jours après leur décharge. Vous pouvez voir la manière qu'ils étaient répertoriés au travers le pays et en fonction des groupes d'âge basés sur le sexe, le genre, l'âge et différents niveaux. Là. Donc, certaines différences peuvent être présentes là, pour comprendre un peu la raison de l'hospitalisation et essayer de comprendre un peu les professionnels, essayer de comprendre la prise de décision ici au niveau des physiciens, puis la raison pour laquelle il y avait un suivi ou pas. Essayer de comprendre aussi comment arriver à répertorier ou comptabiliser plus d'informations pour ces suivis. Il y a des psychothérapeutes, des médecins, et espérons qu'il y aura plus de données présentes là, dans les années précédentes. Donc, juste un petit résumé ici au niveau des statuts.
Nous voulons arriver à construire des meilleurs centres de données pour offrir un meilleur service aux Canadiens. Donc, nous avons le désir d'améliorer l'accès dans les principes de santé mentale en lien avec la toxicomanie ou les abus de substances. Et présentement, il y a des données qui ne sont pas répertoriées. Donc, nous avons seulement des bases de données qui sont très jeunes, peut-être 1 ou 2 ans. Et le but de ces données serait vraiment d'établir là, des bases de données centrales et d'établir une bonne base solide là, pour que nous puissions continuer à construire dans les années futures. Merveilleux. Alors, il y a beaucoup de personnes qui semblaient être très intéressées par tes propos. Alors, j'ai vu des personnes qui ont levé la main. Je vais juste enlever la sourdine à Robin. Et si vous avez une question pour Cheryl, allez-y. Alors, je crois que peut-être vous devez enlever votre sourdine. Voilà, c'est bon. Alors, je comprends. Je comprends. Donc, pour recevoir un diagnostic, quelqu'un doit voir un professionnel. Et surtout pour les personnes qui ont des besoins non pris en considération. Et si les personnes, par exemple, seraient dites asymptomatiques et qui n'ont pas reçu un diagnostic, alors oui, c'est un bon point. Essayez de comprendre un peu les principes, les personnes qui n'ont pas leurs besoins comblés. Et le changement, là, peut être un défi d'obtenir ce type de données. Et même si les indicateurs pourraient... S'il y avait de nouveaux indicateurs, là, nous pourrions essayer de répertorier ou de comprendre comprendre un peu mieux les besoins des personnes qui ont été diagnostiquées en lien avec des principes de santé mentaux, contrairement aux personnes qui n'ont pas eu leurs besoins comblés, là. Donc, une autre main levée, je vais demander à Alicia d'enlever le mode sourdine et de poser votre question pour Cheryl. Alors, j'espère que ce n'est pas trop mélangeant ici. Alors, voilà, vous allez pouvoir poser votre question. Ah, peut-être passer à Rana. Oui, je vous ai tout simplement enlevé votre mode sourdine. Oui, allez-y. Oui, donc, lorsqu'il en vient aux besoins non comblés là, qui ont été répertoriés, comment est-ce que ça serait mesuré? Est-ce qu'on parle des données rapportées? Est-ce qu'on parle de certains indicateurs clés? Oui, exactement. Donc, les données proviennent de 2 sondages qui avaient été conduits par Statistique Canada. Donc, c'est des personnes qui se sont auto-répertoriées que leurs besoins n'avaient pas été comblés. Et qu'est-ce que ça inclurait là, au niveau des services communautaires pour d'avoir accès à des conseils? Là, ça inclurait le type de conseils comme des principes d'analyse de thérapie cognitive. Donc, il y a quelques types de services inclus, là, des services de conseil et d'analyse peut-être. Alors, je voudrais mentionner que ces services ne sont pas nécessairement subventionnés par l'État. Ils doivent être pris en charge ou réservés. Il y a d'avoir des réservations faites d'avance pour avoir accès à ces services et ça dépend de chacune des jurisprudences. Il n'y a pas nécessairement le fait de pouvoir se présenter là, sans rendez-vous. Donc, nous voulons mettre l'emphase pour réduire l'accessibilité à ces services, surtout pour ceux qui doivent être réservés d'avance. Alors, merci beaucoup pour toutes les questions. Alors, merveilleux. En parlant de questions, j'ai lu un peu toutes les questions pour les personnes qui avaient posé des questions lors de leur inscription. Il y avait une question qui avait été dirigée directement à toi, Susan, provenance de Raquel, mentionnait quel type de soutien auriez-vous besoin, là, vous, à titre de donneuse de soins? Alors, sur ce sujet-ci, je suis très heureuse de pouvoir mentionner tout ça. Alors, c'est très important que nous avions cette discussion ici. Alors, spécifiquement, de mon côté, alors que j'offre mes soins, mon aide familiale là, pour un père, j'étudie aussi dans le cadre de mon doctorat
surtout pour les proches aidants qui ne sont pas rémunérés ici. C'est un sujet qui me touche personnellement et me donner l'opportunité d'en parler, c'est intéressant pour moi. Alors, c'est sûr, j'ai dû cheminer avec mon père depuis de nombreuses années et ça a été très important, intéressant, alors que il y a eu plusieurs obstacles sur notre chemin. Alors, il y a un différent principe de santé. Alors, c'est très difficile de savoir là où aller, alors que c'est un système très fragmenté. Et lorsque nous recommençons et passons à travers certaines crises, là, c'est un très grand défi. Et ça n'aidait pas nécessairement à cause des échéanciers. Je sais que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de fragmentation en lien avec les principes de santé mentale. Alors, je me souviens, lorsque nous parlions des équipes de travail dans ce domaine, c'était de grands défis là, ici, alors que c'était des sujets difficiles à adresser. Alors, je voudrais prendre quelques temps pour réfléchir sur les données qui ont été partagées aujourd'hui. J'ai beaucoup de pensées ici. J'ai essayé de comprendre un peu qu'est-ce de mon côté, là, ça m'impacte directement. Je suis un peu j'ai de l'espoir là, pour le futur et ces points sont quand même effrayants, mais en même temps, j'ai de l'espoir tout de même. Lorsque je regarde ces données en tant que telles et je dois prendre en considération là, les familles qui sont derrière ces chiffres, essayer de comprendre un peu leur situation en tant que telle, ça m'impacte, ça m'affecte. Là. Ces indicateurs clés, je crois, lorsqu'on parle de la définition ici là, des besoins non comblés, j'aimerais ça essayer de comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement. Il y a des besoins définitivement très élevés partout au Canada. En lien avec mes expériences, je crois que la stigmatisation a toujours été une barrière. Et de mon côté, avec mon association, je crois que c'est un défi là, pour... c'est un défi là, dans le domaine de la santé ici. Il y a ce stigma ici même, et c'est un défi et nous devons y travailler ensemble là, pour arriver à offrir les meilleurs services possibles. Et lorsqu'on ajoute peut-être même les barrières linguistiques et les barrières de culture, ça ajoute à la complexité là, des besoins non comblés. Donc, sur une note un peu plus positive, je crois que les indicateurs clés sont très prometteurs. Ça voudrait dire que plus de 70% des personnes viendraient répertorier ou mentionner leurs besoins ou leurs expériences en lien avec leur passage en milieu hospitalier. Et je crois que en lien avec les soignants ou les aidants, je crois que les médecins de famille du côté de mon père, je crois qu'ils jouent un rôle incroyable au sein de mon père. Et je crois qu'il y a un lien avec les systèmes de la santé ici. Il y a définitivement des pressions mises sur ce système. Et je voulais juste ajouter un commentaire sur les temps d'attente ici pour ceux et celles qui nous soutiennent. Et j'en ai vu là, des proches aidants ici dans la séance, dans le webinaire. C'est souvent très difficile à prédire. Et si vous attendez pour le soutien de ces communautés, ça peut être très stressant. Et si vous attendiez là, basé sur certaines crises, de mon côté, je ne travaille pas directement dans le milieu hospitalier. Genre, je ne suis pas formé pour répondre à ces besoins, mais j'ai beaucoup de pensées pour ces personnes qui travaillent directement dans ce domaine, alors que ça a eu un impact indirectement là, sur ma santé mentale. Alors, les personnes qui reçoivent ou ont besoin de recevoir ce type de service, il y a des cycles qui sont un peu, qui se répètent là, alors qu'il y a des besoins. Il y a des défis auxquels nous devons faire face, mais je suis très optimiste alors que nous avons entamé des principes de conversation et j'espère que ça va soulever d'autres points là, dans ces... Essayer de comprendre un peu la raison pour laquelle
nous allons avoir le plus d'impact possible dans ce domaine. Alors, merci pour le temps. Merci pour vos commentaires. Alors, je suis très heureux de savoir que vous êtes optimiste malgré tout ça. Comme Cheryl l'a mentionné, il y a un peu notre ligne directrice là où nous devons avoir nos bonnes bases bien établies avant que nous améliorions la situation. Et c'est un bon point au niveau des services conseils en lien avec la toxicomanie. Et ça pourrait peut-être tomber un peu dans l'ombre là, suite au principe de santé mentale. Et j'aimerais savoir si ça résonnait avec vous là, selon les données qui ont été partagées ici. Alors, merci à Kevin, merci encore une fois à Kai-Hai pour l'invitation. C'est intéressant pour moi de pouvoir participer, de voir que cette initiative gagne en vélocité depuis le début des projets pilotes, là. Alors, il y a beaucoup de travail qui a été effectué pour trouver et établir ces indicateurs, avoir accès à des données. Alors, félicitations à toutes les personnes impliquées à ce niveau-là. Et comme je vous ai mentionné un peu plus tôt, je porte aujourd'hui deux chapeaux. D'un côté, j'ai mon côté de réglementation et d'administration. Ces indicateurs ne sont pas nécessairement les seuls mécanismes, mais ils sont les mécanismes dits que nous utilisons au niveau des principes de rendition de compte ou de responsabilisation. Et ils reviennent dans les discours au niveau des politiques, alors que nous comprenons et essayons de comprendre là, les principes de rendition de compte qui vont expirer en 2027 pour essayer de comprendre là, de meilleurs transferts depuis 2023. Là, c'est un plan d'action qui avait été établi pour 10 ans. Donc, pour les ententes bilatérales qui vont expirer en 2026, alors ça aura été discuté avec les ministres. Et encore une fois, les plateformes fédérales devront prendre en considération tout ça. Et je voulais juste mentionner que d'une perspective dite légale ou réglementationnaire, les points mentionnés par Cheryl vont pouvoir être utilisés dans les principes de négociation. Donc, en gros, nous, de notre côté, les personnes qui émettons les lois ou les réglementations, nous avons demandé qu'il y ait un transfert qui soit effectif pour que les personnes aient des bases de données sur lesquelles baser un peu leur prise de décision. Alors, en lien avec tout cela, je crois qu'il y a définitivement de l'information excellente qui a été partagée et ça serait très utile pour nous de voir des analyses en lien avec Kai-Hai pour essayer de comprendre comment nous avons effectué du progrès qui a été lancé en 2017, depuis que ça a été lancé en 2017. C'est intéressant de pouvoir voir le mouvement, la vélocité ou la vitesse des choses, comme Kevin a été mentionné. Lorsqu'on parle de toxicomanie, la santé mentale, c'est un peu moins présent dans ces secteurs. Nous devons regarder différents indicateurs, autres que nécessairement ceux de Kai-Hai. Donc, ça nous permet de voir la perspective globale ici. Il y a les autres points que Cheryl a mentionnés, spécifiquement lorsqu'il en venait au rôle important au Canada dans le domaine du secteur privé et des services en lien avec la santé mentale. Et ça serait bien de pouvoir voir ces données pour que nous puissions comprendre tout ça du mieux possible entre le rôle du secteur public et du secteur privé. Donc, aussi en lien avec tout cela. Ce dont je peux parler aussi brièvement, c'est de voir à quel point la santé mentale, la question de l'addiction à la toxicomanie participe dans l'élaboration du cadre de prise en charge et c'est absolument critique pour justement combler les brèches dans le traitement de l'addiction et de la toxicomanie, des santé mentale, de questions de santé mentale qui sont liées.
Également, il y a des éléments non visibles, puisque les services traitant la toxicomanie et l'addiction trouvent résonance dans notre agentivité et nous voulons, bien sûr, nous effectuons des progrès, nous l'avons vu dans le temps, mais ça reste malgré tout un grand défi dans l'environnement actuel et je pense véritablement que nous pouvons avoir une ligne directe entre ces transferts du fait de l'ensemble des indicateurs, des plans d'action à mettre en place et des différents accords au niveau des agences communautaires. Et je pense que c'est un chemin qui me permet en tout cas de croire fermement et fortement qu'il y a une relation directe dans les investissements qui peuvent être faits dans les premiers soins. Il s'agit ici de l'Ontario ou des travaux réalisés par les différents centres de traitement de l'addiction et de la toxicomanie en Ontario qui dispensent énormément d'informations sur la toxicomanie, sur la santé mentale, et que cela peut être d'autant plus amplifié par des politiques de transfert et des travaux sur ces indicateurs qui jouent un rôle absolument critique dans l'évolution des dépenses précisément ciblées vers les centres de santé, de prise en charge de santé mentale et de toxicomanie. Merci. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mary. Vous aviez donc plusieurs casquettes ici, plusieurs responsabilités et différents angles sur lesquels vous avez abordé tout cela. Alors, nous reviendrons après la présentation pour une session de questions-réponses générales. Et tous les panélistes reviendront. Mais Mario, vous avez attendu patiemment. Je vais vous inviter maintenant à intervenir et poser vos questions. Merci beaucoup pour cette invitation. Et merci, M. Zahn, d'avoir partagé votre expérience. Alors, moi, j'ai deux casquettes. Professionnellement, je suis pharmacien depuis 27 ans. Je suis également psychothérapeute depuis 2 ans. Donc, j'ai vraiment une passion sur la santé mentale du fait de mon expérience. Et je peux dire que d'après ce que je viens d'entendre jusqu'à présent, c'est une formidable interprétation et intervention de l'ICIS. Et je pense que cela peut être particulièrement productif et même de plus en plus, puisque vous avez expérimenté finalement la pharmacie communautaire. Et il est important ici de traiter de la législation. J'ai énormément d'expérience. Je ne vais pas toutes les partager maintenant, mais je peux vous dire à quel point cela a eu une incidence affectée ce que j'ai pu voir depuis les 5 dernières années. Et en termes de diagnostic pour les patients qui avaient même des hallucinations, qui avaient des sérieux problèmes de santé mentale. Et je peux vous dire que cette échelle n'est pas suffisamment bien utilisée. En termes de perspective pour les pharmacies communautaires, je peux dire que l'on parle toujours du patient, on parle très peu des proches aidants. Et il y a là une pièce, une énorme pièce manquante au puzzle. Et qu'il s'agisse de malades de la maladie d'Alzheimer ou de forts problèmes psychologiques ou de santé mentale, c'est des personnes qui souffrent de syndrome d'hyperactivité ou d'ADHD. Je travaille à Hamilton et l'ICIS a absolument besoin d'engager davantage de conversations sur le rôle des proches aidants. Merci, c'est ce que je souhaitais souligner. Merci beaucoup. Il y a un concept également des pharmacies communautaires. Je sais qu'il y a eu déjà beaucoup de discussions sur ce sujet-là et sur les interactions dans le système. Mary, est-ce que vous pensez que cela peut être une opportunité
qui permettrait de surmonter ces obstacles? Absolument, je pense qu'il y a un gros potentiel ici pour inclure les pharmacies communautaires dans le rôle qu'elles peuvent jouer. Ça serait fantastique, en effet, de voir que les données soient publiées et considérées, qui peut être un complément aux indicateurs déjà existants. Et nous avons aujourd'hui des panoramas qui évoluent au fur et à mesure au sein du système. Alors bien sûr, les CIS est un rôle de modérateur, mais nous pouvons bien sûr communiquer également et diffuser les rapports sur ces questions-là. En tant que psychologue qui travaille avec les enfants, les familles, j'aimerais connaître votre avis sur les données et savoir plus sur votre expérience de clinicien dans ce domaine. Très bien, merci Kevin. Merci à l'ICIS d'avoir organisé ce webinaire pour tous vos travaux sur les questions de santé mentale et de toxicomanie également, de reconnaître le rôle des proches aidants. Mais merci de tout ce qu'ont pu aborder, tout ce qu'ont partagé Mary et Cherry. Alors, concernant les défis que nous continuons d'affronter en termes de santé mentale et de toxicomanie, ce que je vais vraiment me concentrer sur la population, les plus jeunes enfants, les jeunes enfants et les jeunes adultes, où nous voyons des brèches et nous devons identifier des solutions possibles. Donc, il y a près de 52% des jeunes adultes qui ont des besoins. Vous en connaissez très certainement autour de vous. Nous savons que les jeunes sont les personnes les plus vulnérables financièrement, n'ont pas accès aux programmes non financés par le public. Ils n'y ont pas accès, donc ils peuvent bénéficier, n'ont pas forcément de bénéfices des plans de santé de leurs parents du fait de leur statut. Nous savons que pour les jeunes adultes, il y a une grosse brèche entre la prise en charge et l'attention, en partie parce que il n'y a pas de reconnaissance depuis les quelques 10 dernières années. Il y a de nombreux travaux pour développer l'accès aux services de la part pour les jeunes adultes qui sont dans leur vingtaine, afin que les accès aux services de soins ne soient pas fragmentés. Même sur des fondations privées, comme la Green Badge Foundation, la Donegan Foundation, de nombreux hubs de services qui permettent d'apporter des soins auprès des jeunes adultes. Et les indicateurs l'ont montré. Il s'agit là d'un résultat particulièrement positif, donc il nous faut absolument le souligner. Depuis quelques années, le nombre de jeunes qui ont pu avoir accès à ces centres a augmenté significativement, donc c'est une excellente nouvelle, mais nous devons encore travailler d'autant plus fort. En Ontario, où je me situe, depuis 10 ans, nous avons triplé l'accès aux soins. Cependant, l'Ontario a 52 villes et 444 municipalités. Ottawa a une population de près d'1 million d'habitants. Il n'y a pas de centre d'accueil de la jeunesse. Donc, nous avons clairement besoin de davantage de ces centres, puisque les besoins sont particulièrement significatifs. Mais ces centres, en fait, représentent une toute petite pièce, une toute petite solution. Nous avons travaillé à créer des soins additionnels au modèle de santé actuel qui peut être particulièrement efficace et participer à la mise en œuvre davantage d'engagement et d'interaction entre les parents et les jeunes, et même les jeunes adultes. Et des niveaux de besoins qui doivent être répondus de manière en temps opportun. Les capacités intégrées doivent inclure les différents prestataires de soins,
des agences basées sur les soins communautaires dans les hôpitaux et cliniques. Et encore une fois, cela répond aux indicateurs, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un chemin plutôt circulaire, non pas linéaire. C'est-à-dire que nous devons, lorsque les médecins prestataires de soins de premier niveau se déchargent auprès des programmes communautaires, et nous devrions avoir notre propre boucle de retour d'expérience pour pouvoir par la suite compléter ce cercle de soins et qui est destiné à prendre en charge chacun de ces patients. Entre les hôpitaux et les médecins qui participent au suivi en fonction des indicateurs, nous voyons que les agences basées sur la communauté prennent en charge de nombreux soins. Nous avons aujourd'hui les technologies, nous avons les plateformes d'urgence, nous avons énormément de registres électroniques également qui nous permettent de soutenir ces chemins d'administration de soins et de soutenir les soins et de réduire les déconnexions qu'il existe dans la réalité. Alors, trois points encore, quelques mots sur les barrières d'accès aux services, en particulier lorsque l'on regarde le système de navigation. Je pense que cela demeure un grand défi pour les jeunes adultes pour avoir accès aux services. Les services sont dispersés entre les écoles, les communautés, les hôpitaux, les soins les services de soins de premier niveau. Alors, c'est vraiment une lutte pour pouvoir avoir accès à de simples soins. C'est un très grand défi de pouvoir avoir accès à des soins, même à des évaluations de soins, même pour les handicaps d'ordre intellectuel, même pour les jeunes enfants. Nos propres données avec lesquelles nous travaillons nous montrent que de nombreuses familles continuent, pour des enfants de moins de 6 ans, continuent à croître sans être véritablement prises en charge. Donc, nous voulons soutenir les familles pour les jeunes enfants, au-delà de simplement améliorer la navigation entre les services. Il s'agit de coordonner les services, idéalement avec un seul et unique point d'accès. Par exemple, pour les jeunes, nous avons des services d'accès aux soins comme le Help Aid à Toronto. Nous voulons faire en sorte que les familles de jeunes puissent être connectées dans la région d'Ottawa et de l'Est de l'Ontario, pas uniquement pour la prise en charge pour les hôpitaux, mais également pour les hôpitaux et les services communautaires en termes de soins. C'est un point d'entrée qui nous permet vraiment de considérer l'ensemble des soins et des services nécessaires en termes de santé. Il peut y avoir l'identification des différents niveaux de besoins et les professionnels qui peuvent répondre à ces besoins-là par le biais des hôpitaux et puis opérer un suivi par le biais des contacts de services. Et nous avons 4 ans d'expérience au cours desquels nous avons accumulé énormément d'expérience qui nous montrent que nous pouvons garantir un accès. Ça serait fantastique si l'ensemble des communautés pouvaient avoir un ou plusieurs programmes similaires. En fin de compte, les délais d'attente sont particulièrement significatifs et sont particulièrement inacceptables. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci, Mario. Vous êtes quelqu'un qui est véritablement dans les tranchées, directement en première ligne de la réalité. Et merci beaucoup pour votre intervention. C'est très apprécié. Je reviens vers Angela qui a modéré notre clavardage. Je pense qu'il y a des questions spécifiques adressées à Mario. Oui, tout à fait. Mario, quel rôle jouez-vous en tant que médecin de famille lorsque vous abordez les différents services de traitement de santé mentale? Est-ce qu'il y a un manque d'accès aux familles pour justement qu'on puisse répondre à leurs besoins? Je pense que les preuves ont montré qu'environ 50% des parents ont des problèmes pour accéder aux soins de santé mentale par le biais de leur médecin de famille, par le biais de leur médecin traitant. Et je pense que 50%, c'est au niveau le plus bas. Donc, le point de départ, en fait, ici, c'est que les médecins traitants de famille ont un accès particulièrement important. Et imaginez, si le médecin de famille, le médecin traitant de famille ne sait pas où les orienter, eh bien, c'est là où réside le problème. C'est pourquoi nous devons avoir des points de coordination entre les différents services.
C'est vraiment cela dont je parle. Tous les médecins, qu'il s'agisse de nouveaux médecins ou des médecins communautaires, doivent avoir accès à cette ouverture à les différents services. Il y a, je pense, une question que je voudrais répondre concernant le rôle des pharmaciens également, qui joue un point central. Il est vraiment important. Je vois des choses vraiment incroyables qui se passent dans tout ce que Suzanne et Marie ont abordé, même sur les jeunes patients. Il y a vraiment quelquefois une orientation un petit peu trop étroite, mais si vous n'avez pas de médecin de famille, de médecin traitant, comment est-ce que l'on peut traiter les problèmes ou les autres qui peuvent être traités par des traitements médicamenteux? Il y a là une question de la prescription suite au diagnostic. Et je pense qu'il y a un énorme inconvénient ici en termes d'analyse de comportement, d'intervention également sur les questions environnementales, de l'environnement familial. Et par exemple, les traitements pour l'ADHD, comment les patients souffrant de déficit d'attention et comment est-ce qu'ils peuvent justement faire en sorte que leur pharmacien puisse prescrire justement les médicaments adéquats et que les patients puissent suivre ces traitements surtout. Tout à fait. Il y a, ce sont des solutions envisagées. Est-ce qu'on peut retrouver l'ensemble de nos panélistes ici? Donc, il nous reste une douzaine de minutes pour notre discussion et notre session de questions. Et un des panélistes peut justement intervenir. Je pense qu'il y a quelques questions additionnelles ici dont je vais vous laisser aborder cette liste des questions à travers notre session de questions-réponses. Alors, certains des indicateurs en fonction des territoires, certaines régions ont toujours du mal. Est-ce que vous êtes informé des différentes initiatives au niveau provincial et au niveau territorial? Alors moi, je comprends en effet, merci pour votre question, je comprends qu'il y a de nombreux défis pour pouvoir avoir accès à ces plans au niveau des territoires, que les enquêtes puissent être suffisantes pour pouvoir soutenir les données afin d'analyser les résultats répertoriés. Je pense qu'en effet, il y a certainement de nouveaux rapports effectués dans les provinces qui essayent d'étendre la couverture sur les données répertoriées dans la mesure du possible. Rami, allez-y. Merci beaucoup. Je suis ravi de pouvoir intervenir. Merci à tout le monde. Donc, nous parlons donc des personnes autochtones. Nous avons besoin peut-être davantage de coopération également, puisque les personnes qui sont à l'extérieur des réserves autochtones, qui ont été hospitalisées à l'extérieur, donc de la zone autochtone. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il faut avoir le suivi pour pouvoir les passer à l'extérieur de leur domicile. J'ai pris la décision de continuer à renouveler son utilisation de substances sous prescription médicale, sinon il n'aurait pas pu quitter sa maison pour ne serait-ce que suivre pour avoir des prestations de soins. Donc, j'ai vu que cette personne avait perdu son frère, justement, de toxicomanie. Sa mère n'a que lui. Et moi, je ne pouvais même pas penser ou je ne pouvais pas dormir la nuit l'idée de savoir ce que je pouvais faire pour lui. Et je sais qu'il y a quelque chose qui doit être fait puisque les médecins doivent le voir légalement, doivent le voir à l'extérieur du système. Ils doivent consulter différents médecins, différents spécialistes. Et heureusement, après 6 mois, il est aujourd'hui en totale rémission, il va bien. Et je pense que la distinction, en fait, la conclusion de l'histoire, c'est que nous avons mis au défi
d'écrire un courriel envoyé à la mère qu'il a envoyé à l'avocat, mais ça a pris 6 semaines pour que l'ordre soit finalement remis. C'était vraiment quelque chose d'assez fou là. Donc, on ne peut pas travailler en fait sans le partenariat médical. Nous devons vraiment identifier quelle est l'origine de ce succès. Je sais que Mario a énormément d'exemples similaires et Mary et Cherry certainement également. Donc, l'importance du médecin de famille. Alors, c'est absolument stupide, pardon pour ce mot, sur les questions de rémunération et de considération. Énormément de patients sont toujours en danger puisque cela prend des délais incroyables pour pouvoir faire quoi que ce soit. Donc, on ne peut pas non plus rester aveugle sur le problème principal qui est le contrôle sur tout cela. Alors, pardon d'avoir intervenu aussi longtemps, mais j'apprécie beaucoup votre patience. Non, merci beaucoup pour toutes ces informations. Mais vous avez soulevé, je pense, quelque chose d'important ici. Est-ce que quelqu'un a dit quels sont les programmes stratégiques mis en œuvre pour réduire les questions de santé mentale qui sont liées directement au crime organisé? Et en effet, les patients qui n'ont pas pu suivre la maison du fait du manque de contrôle, est-ce que vous avez une réponse à cette question qui est une question particulièrement large, assez vaste? Si nos panélistes veulent y répondre. Oui, tout à fait, cela est étroitement lié à la question soulevée, mais en effet, les questions de traitement de maladies mentales liées également au crime et peut-être qu'il y a un manque de suivi ou de responsabilité du conseil provincial. Il y a les questions de santé mentale liées à la toxicomanie sont bien sûr critiques et il y a besoin d'agir, de faire davantage de prévention et d'analyser les indicateurs également sur ce qui se passe au niveau communautaire. C'est absolument critique et je pense que des stratégies de prévention doivent être mises en œuvre. L'hospitalisation également est un soutien complexe au niveau social et psychologique. Et je pense que cela fait partie certainement des réponses qui peuvent être apportées. Merci beaucoup. Alors, nous avons d'autres questions, je pense, qui nous ont été envoyées. Vous avez parlé de la question de la santé mentale pour les populations âgées. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus spécifique concernant la santé mentale vis-à-vis des personnes âgées? Je pense que les indicateurs, nous essayons de faire la différence par âge, sexe, etc. Dans un souci d'intersectionnalité, en considérant l'ensemble des facteurs en notre possession. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des différences constatées entre les adultes les plus âgés quant à leurs besoins en termes de santé mentale. Et d'autres données que nous avons dans les rapports, c'est que nous constatons c'est que les personnes âgées ont plus facilement un prestataire de soins de santé mentale ou ont peut-être un meilleur accès. Et comme Suzanne l'a mentionné, il s'agit comme de prise en charge pour les questions de soins mentaux, mais également de problèmes physiques. En effet, Suzanne, vous l'avez expérimenté en prenant soin de votre père. Et oui, en effet,
comme cela a été mentionné en termes de diagnostic, c'est ce qu'aujourd'hui mon père est âgé. Les questions se complexifient. Et je dirais que en restant positif, le médecin de famille a pu, lui, constater tout ce qui s'est passé, toute l'évolution. Et cela a permis justement de traiter les troubles mentaux. Et nous avons pu être témoins de cela. Et je pense que c'est là nous avons eu le privilège de dire d'intervenir. Lorsque j'ai entendu Mario, en effet, il faudrait que les réponses soient apportées le plus tôt possible afin de pouvoir limiter les symptômes avant que le diagnostic ne soit trop tardif. S'il y a d'autres questions, allez-y, je vous prie, vous pouvez intervenir. Une question pour Mario concernant les défis des familles dans la difficulté à pouvoir avoir accès à différents points d'entrée dans les hôpitaux, les prestations de soins. Quelles sont les stratégies politiques et mécanismes et l'évaluation qui peuvent être coordonnés sur les questions de santé mentale et également sur l'aspect éducatif? C'est une très bonne question. J'essaie toujours de voir comment l'évaluation peut effectivement être un excellent point de départ. Lorsque nous regardons, nous enseignons même nos enfants les plus jeunes qui entrent à l'école, même si le point de départ peut toujours être basé sur l'évaluation et sur les différents points d'accès au-delà de un navigateur en termes de services ou de connaissances, de ce que cela implique et des défis qui sont inhérents. Donc, je dirais que c'est une première étape pour pouvoir créer un plan de traitement. Mais les familles doivent vraiment sentir qu'il y a un véritable point de départ avant de pouvoir envisager les étapes suivantes. Et un petit commentaire vis-à-vis de ce qui a été dit plus tôt. Nous savons que 70% des troubles mentaux diagnostiqués n'ont pas vraiment accès aux soins et c'est un chiffre énorme. Et nous voyons que nous n'avons pas su fournir justement une identification suffisamment précoce. Et c'est toujours le cas depuis même le premier jour donc de la fin de mes études. Mais alors malheureusement, le temps nous manque et nous allons devoir conclure cet échange. Merci à toutes celles et ceux qui sont intervenus. Merci à celles et ceux d'entre vous qui ont posé des questions. Merci à tous nos panélistes. Comme je l'ai mentionné, les données discutées sont disponibles aujourd'hui dans Prendre le pouls, Taking the Pulse, mais sur notre site internet icis.ca ou cihi.ca. Nous avons également lancé aujourd'hui la balado dans laquelle l'animatrice Alice Farao discute en profondeur de certaines conclusions de ce rapport, et ce webinaire est disponible également sur la plupart des plateformes de diffusion continue. Et avec cette adresse courriel, nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires et suggestions pour les prochains webinaires. Et vous pouvez nous écrire donc à beyondthenumbers@cihi ou icis.ca. Dans une semaine environ, vous recevrez également un courriel contenant un sondage sur ce webinaire. Vous pourrez prendre quelques minutes pour y répondre. L'enregistrement de ce webinaire d'aujourd'hui et le lien pour notre prochain enregistrement pour le prochain webinaire. Alors nous serons de retour le jeudi 27 novembre pour discuter du budget et de la santé
d'1 milliard de dollars du Canada. Cela affecte l'ensemble des soins de santé et dans la foulée de notre dernier budget fédéral, vous découvrez comment les soins de santé se comparent. Est-ce que nous recevrons finalement les financements nécessaires? Quel sera l'impact sur les hôpitaux locaux et les cabinets de médecine familiale? Et bien sûr, vous aurez l'occasion de poser vos questions. Nous espérons vous compter parmi nous et nous vous donnons rendez-vous donc pour le 27 novembre prochain. Merci.